Un vieil homme sur le point de mourir fit une dernière demande. Voir son chien Rex. Quand le labrador entra dans la chambre d'hôpital, quelque chose de miraculeux se produisit. Les signes vitaux du patient commencèrent à se stabiliser et le comportement du chien révéla une erreur médicale cruciale. Le diagnostic terminal était erroné. Une histoire sur des liens qui transcendent les explications. Une guérison inattendue et un amour qui défie même la science. Préparez-vous à être ému. Laissez un like et commentez d'où vous regardez. Dans le silence oppressant de la chambre 412, seul le son rythmé des appareils brisait la quiétude. Il faisait déjà nuit quand Jean Dubois, 78 ans, ouvrit les yeux après des heures de sommeil agité. Ses mains, autrefois fermes pour tenir des outils dans l'atelier de menuiserie qu'il avait gardé pendant 5 décennies, tremblaient maintenant comme des feuilles d'automne. « S'il vous plaît », murmura-t-il d'une voix faible, presque inaudible, faisant pencher sa petite fille Sophie pour mieux entendre. « Je veux voir Rex une dernière fois. Juste une fois. » Une larme solitaire coula sur son visage ridé, marqué par le temps et par des histoires qui pourraient remplir des volumes. Ou êtes-vous déjà demandé quelle serait votre dernière demande si vous saviez que le temps vous est compté? Pour Jean, il n'y avait aucun doute. C'était de voir son fidèle compagnon à 4 pattes une fois de plus avant de partir. Rex n'était pas juste un chien. Le labrador à la robe dorée et aux yeux aussi expressifs que ceux de son maître avait été le seul compagnon constant de Jean depuis qu'Hélène, son épouse pendant 50 ans, était partie après une bataille silencieuse contre le cancer. 5 ans s'étaient écoulés et chacun de ces jours, Rex avait été là, assis au pied de la chaise à bascule, quand Jean contemplait le jardin qu'Hélène aimait tant, dormant à côté de son lit, les nuits où la solitude semblait peser, des tonnes sur ses épaules fatiguées. La famille réunie dans le couloir de l'hôpital reçut la demande, avec un mélange de compréhension et de gêne. Comment pourrait-il refuser le dernier souhait d'un homme que les médecins avaient condamné à quelques jours de vie seulement? Mais comment réussirait-il à convaincre l'administration de l'hôpital de permettre l'entrée d'un animal dans les locaux? Le règlement était clair. Seules les personnes autorisées. On ne peut pas simplement faire entrer un labrador en fraude dans l'hôpital, père, argumenta Michel, le fils aîné de Jean, passant nerveusement la main dans ses cheveux, grisonnant. Il y a des règles, des protocoles sanitaires. Des règles? La voix d'Anne, la belle-fille de Jean, coupa l'air comme un rasoir. La même femme qui pendant des années avait entretenu une relation turbulente avec son beau-père têtu, devenait maintenant sa plus fervente défenseuse. Nous parlons du dernier souhait d'un homme mourant. Qu'est-ce qui compte le plus? Anna, papier signé ou la dignité de partir en paix? Les couloirs de cet hôpital provincial, avec leurs murs d'un verre délavé et l'odeur caractéristique d'antiseptique, avaient été témoins d'innombrables adieux. C'était un lieu où la frontière entre la vie et la mort devenait ténue, où des promesses étaient faites et souvent brisées. Mais c'était aussi un lieu où, occasionnellement, l'improbable se produisait. Cette nuit-là, une de ces figures presque mythiques qui existent dans tous les hôpitaux entra en scène. Madame Carmen, l'infirmière en chef qui servait dans cet établissement depuis plus de 30 ans. Avec ses cheveux blancs toujours impeccablement coiffés en chignon et un regard qui combinait fermeté et compassion, elle était autant crainte qu'aimée par l'équipe. En passant devant le groupe familial en évident conflit, elle ralentit, le pas captant des fragments de la discussion. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle avec l'autorité de celle qui connaissait chaque centimètre de cet endroit. Sophie, la petite fille de 22 ans qui avait toujours eu un don spécial pour raconter des histoires, prit la parole. Elle expliqua la situation, décrivant non seulement la demande de son grand-père, mais aussi le sens de Rex dans sa vie, la profonde solitude qui l'accompagnait depuis la mort de sa grand-mère, et comment le labrador avait été sa seule raison de continuer quand la dépression le consumait. Madame Carmen écouta attentivement, sans interrompre, ses yeux expérimentés étudiant chaque visage présent. Quand Sophie eut terminé, un silence pesant s'installa. L'infirmière en chef ajusta le stéthoscope suspendu à son cou, un geste que tous avaient appris à reconnaître comme son moment de réflexion. « Il y a des règles dans cet hôpital », commença-t-elle, faisant soupirer Michel découragé. « Mais il y a aussi la compassion.
Et en 34 ans de métier, j'ai appris que parfois la seconde doit prévaloir sur la première. C'est... Tournant vers la famille, Madame Carmen expliqua son plan. L'hôpital serait moins fréquenté au changement de quart, vers 6 heures du matin. S'ils amenaient Rex à cette heure, en utilisant l'entrée de service près de la buanderie, elle les escorterait personnellement jusqu'à la chambre de Jean. Ils auraient 15 minutes, pas une seconde de plus, pour cette dernière rencontre. Si quelqu'un pose des questions, la responsabilité sera entièrement la mienne, conclut-elle, avant de s'éloigner d'un pas rapide et précis dans le couloir. Ce que la famille ne savait pas, c'est que, en se dirigeant vers son poste de travail, Madame Carmen entra dans la petite chapelle de l'hôpital et alluma une bougie, suivant la tradition locale des vœux à Saint-Benoît, une croyance ancienne selon laquelle les demandes faites avec une foi véritable sont toujours exaucées, d'une manière ou d'une autre. « Saint-Benoît », murmura-t-elle, « faites ce qui est le mieux pour eux. » La nuit s'étira comme si le temps lui-même voulait prolonger l'attente de cette rencontre. Pendant que le reste de la famille se relayait pour des siestes inconfortables sur les chaises de la salle d'attente, Sophie resta aux côtés de son grand-père. Elle observait sa poitrine monter et descendre avec difficulté, sa peau jaunie par la jaunisse, conséquence de ce que les médecins avaient diagnostiqué comme un cancer du pancréas en stade terminal, déjà avec des métastases généralisées. Le même mal qui avait emporté sa grand-mère. « Papy », murmura-t-elle, tenant la main froide et fragile entre les siennes, « Rex viendra te voir demain matin. Tiens bon. » Une imperceptible contraction des lèvres de Jean fut la seule indication qu'il avait écoutée, mais pour Sophie c'était suffisant. Son grand-père, l'homme qui avait toujours été connu pour son entêtement légendaire, pour son refus d'accepter de l'aide même quand il en avait le plus besoin, qui préférait passer des heures à essayer de réparer quelque chose seul, plutôt que de demander de l'aide pendant 5 minutes, était là, luttant avec la même détermination qui avait caractérisé toute sa vie. Les premières lueurs du bus matin commençaient à pénétrer par les fentes du store, quand Michel entra dans la chambre, accompagné d'Anne. Tous deux semblaient épuisés, mais il y avait une étincelle de détermination dans leurs yeux. « Tout est prêt », informa Michel à voix basse. « Pierre est avec Rex dans la voiture, attendant le signal de Madame Carmen. » Anne s'approcha, du lit, ajustant délicatement le drap qui couvrait son beau-père. Un geste de soin qui contrastait avec des années de relations tendues, marquées par des discussions animées sur la manière d'éduquer les petits-enfants, de gérer les finances familiales ou de s'occuper de la maison. Ce n'était un secret pour personne que Jean n'avait jamais trouvé qu'Anne était assez bien pour son fils. Un jugement injuste basé plus sur ses propres insécurités que sur les qualités réelles de sa belle-fille. « Garde les yeux ouverts, vieux têtu », murmura-t-elle avec une tendresse surprenante, touchant légèrement l'épaule osseuse. « Ton ami arrive. » Précisément à 6 heures, le téléphone de la chambre sonna. Un appel bref, sans mots superflus. C'était le signal convenu. 10. Minutes plus tard, le doux bruit de pattes sur le sol en vinyle du couloir annonça l'arrivée la plus attendue. La porte s'ouvrit lentement, et Rex entra, conduit par Pierre, le petit-fils le plus jeune de Jean. Le labrador, normalement agité et joueur malgré ses 12 ans, semblait comprendre la solennité du moment. Ses yeux marrons parcoururent rapidement la chambre jusqu'à trouver la silhouette allongée sur le lit. Pendant un instant, le chien hésita, comme s'il ne reconnaissait pas complètement cette version fragile de son maître. « Vas-y, mon grand », encouragea Pierre, desserrant la laisse. « C'est papy. » Rex avança prudemment, son museau reniflant l'air, captant les odeurs étranges de médicaments et d'antiseptiques qui se mêlaient à l'odeur familière de son maître. En s'approchant du lit, quelque chose d'inattendu arriva. Au lieu de sauter ou d'aboyer d'excitation comme tous s'y attendaient, le labrador s'allongea calmement à côté du lit, positionnant sa tête de manière à être proche de la main pendante de Jean. Le silence dans la chambre était presque palpable, brisé seulement par le son constant des moniteurs. Puis, comme s'il se réveillait d'un long sommeil, les doigts de Jean bougèrent légèrement, trouvant le dessus de la tête de Rex. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres desséchées. « Mon bon garçon », murmura-t-il, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Tu es venu. »
Ce fut à cet exact moment que le docteur Patricia Martin, le médecin responsable du cas, entra dans la chambre pour l'évaluation matinale. Son regard surpris en voyant l'animal se transforma rapidement en intérêt professionnel lorsqu'elle remarqua quelque chose sur les moniteurs qui suivaient les signes vitaux de Jean. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas », dit-elle en percevant la panique dans les yeux de la famille. « Je ne vais pas demander le retrait du chien. En fait, elle s'approcha des moniteurs, ajustant ses lunettes à fine monture. C'est fascinant. » Les signes vitaux de Jean, qui se détérioraient progressivement ces derniers jours, présentaient maintenant une amélioration subtile mais indéniable. Sa tension artérielle était plus stabilisée, sa fréquence cardiaque moins erratique, et la saturation en oxygène avait augmenté de quelques points. Pendant que le médecin examinait les données avec un intérêt croissant, Rex commença à montrer un comportement particulier. Le labrador, toujours allongé près du lit, étira le cou et commença à renifler avec insistance la poitrine de Jean, spécifiquement le côté droit, près du foie. Son museau pressait doucement la zone, comme s'il essayait de communiquer quelque chose. Pierre, qui avait toujours eu une connexion spéciale avec les animaux et envisageait de faire carrière en médecine vétérinaire, fut le premier à le remarquer. Il essaie de montrer quelque chose, commenta-t-il, pointant le comportement du chien. Regardez comme il insiste toujours au même endroit. Initialement, le commentaire fut accueilli par des sourires complaisants, la famille attribuant le comportement à la nostalgie ou à un instinct canin aléatoire. Cependant, le docteur Patricia, formé dans une université reconnue pour ses approches médicales intégratives, observait la scène avec une curiosité croissante. Les 15 minutes convenues avec Madame Carmen s'écoulèrent rapidement. Quand l'infirmière en chef revint pour indiquer qu'il était temps de partir. Quelque chose d'inattendu arriva. Rex, le gentil labrador qui n'avait jamais montré de comportement agressif, refusa de bouger. Quand Pierre tenta de le tirer par la laisse, le chien émit un grognement bas et défensif, se positionnant encore plus près du lit. La famille fut perplexe. Ce n'était pas le comportement typique de Rex, connu pour sa docilité et son obéissance. Gêné et craignant de causer des problèmes à Madame Carmen, qui avait déjà risqué sa position en permettant la visite, ils tentèrent à nouveau de retirer l'animal, maintenant avec Michel se joignant à l'effort. Ce fut alors que le docteur Patricia, qui observait tout avec un intérêt clinique, fit une intervention surprenante. « Laissez-le rester un peu plus », demanda-t-elle, à la stupéfaction de tous. « Il se passe quelque chose ici qui mérite notre attention. » Se tournant vers Madame Carmen, le médecin expliqua qu'elle avait l'intention de réaliser immédiatement des examens supplémentaires et que la présence du chien pourrait être pertinente pour ses observations. L'infirmière en chef, malgré l'évidente préoccupation concernant les protocoles, acquiesça. Au cours de ses longues années de métier, elle avait appris à faire confiance à l'instinct des bons médecins. 30 minutes, concéda-t-elle, ajustant sa montre bracelet. Pas une seconde de plus. Pendant la demi-heure suivante, la chambre 412 se transforma en scène pour l'un des épisodes les plus extraordinaires de cet hôpital provincial. Le docteur Patricia, assisté par un interne nouvellement arrivé, réalisa une série d'examens physiques sur Jean, se concentrant particulièrement sur la zone qui intriguait tant Rex. À chaque toucher, chaque pression appliquée, le comportement du chien changeait subtilement, grognant lorsque la pression semblait causer de l'inconfort à Jean, se relaxant lorsque le médecin s'éloignait. « C'est comme s'il nous guidait », murmura le docteur Patricia, plus pour elle-même que pour les présents. Au terme de cette insolite séance d'examen, le médecin sollicita une batterie de nouveaux tests, incluant des analyses de sang spécifiques et une échographie ciblée. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur d'espoir mêlée de doutes scientifiques qui ne passa pas inaperçue par la famille. « Il faudra que vous emmeniez Rex maintenant », dit-elle finalement. « Mais je voudrais parler avec vous tous après les résultats de ces examens. » Les 2 heures suivantes furent remplies d'une attente tendue dans le couloir. Rex, finalement persuadé de quitter la chambre avec la promesse qu'il reviendrait, fut ramené à la maison par Pierre. Le reste de la famille attendait, chacun gérant l'anxiété à sa manière. Michel marchant de long en large, Anne se rongeant les ongles déjà usés,
Sophie perdue dans des prières silencieuses. Quand le docteur Patricia apparut finalement, son visage était grave, mais pas de la manière dévastatrice que tous craignaient. Les conduisant à une petite salle de réunion au fond du couloir, elle ferma la porte et respira profondément avant de commencer à parler. « Ce que je vais dire maintenant pourra sembler confus, peut-être, même improbable, commença-t-elle, ajustant nerveusement ses lunettes. Mais les résultats préliminaires des nouveaux examens suggèrent qu'il pourrait y avoir eu des imprécisions dans le diagnostic initial de M. Jean. Michel fut le premier à réagir, se penchant sur sa chaise, les yeux fixés sur le médecin. « Qu'est-ce que cela signifie exactement, docteur ?» « Cela signifie, choisit-elle ses mots avec soin, que l'état de votre père pourrait ne pas être le cancer du pancréas au stade terminal comme nous l'avions diagnostiqué initialement. Nous envisageons maintenant la possibilité d'une combinaison de problèmes traitables qui, en raison des antécédents familiaux et de certains symptômes superposés, ont été erronément interprétés comme malins. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'émotions contradictoires, espoir, méfiance, confusion. Ce fut Anne qui le brisa, sa voix tranchante reflétant des années de frustration accumulée. « Vous nous dites que mon beau-père a été mal diagnostiqué avec une maladie terminale, que nous avons passé les derniers mois à croire qu'il était en train de mourir à cause d'une erreur ?» Le médecin ne recula pas devant l'accusation implicite. « La médecine n'est pas une science exacte, Madame Dubois. Nous travaillons avec des probabilités, des preuves, des expériences antérieures. Le diagnostic initial était basé sur des examens qui indiquaient un tableau spécifique, cohérent avec les antécédents familiaux du patient. « Alors, qu'est-ce qui a changé ?» demanda Sophie, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Le chien », répondit simplement le médecin. « Le comportement de Rex nous a poussés à investiguer une zone spécifique qui n'avait pas reçu suffisamment d'attention lors de nos examens initiaux. Et ce que nous avons trouvé est quelque chose de rarement diagnostiqué, une affection hépatique auto-immune, qui, lorsqu'elle est traitée correctement, peut inverser de nombreux symptômes graves que votre grand-père présente. » L'explication technique qui suivit passa en grande partie inaperçue par la famille, étourdie par la nouvelle. Des mots comme « marqueur sérologique »,« traitement immunosuppresseur » et « pronostic favorable » flottaient dans l'air, captés fragmentairement. Ce fut Michel qui ramena finalement la conversation à la question centrale. « Vous nous dites que mon père peut vivre ?» Le docteur Patricia s'autorisa un sourire discret. « Je dis qu'il existe une possibilité réelle. De traitement, je ne peux pas promettre une guérison complète. L'âge de Monsieur Jean et son état général affaibli sont des facteurs compliquants. Mais oui, avec le traitement approprié, nous avons des raisons de croire qu'il pourra avoir plus de temps, et avec une qualité de vie significativement meilleure. » En retournant dans la chambre, ils trouvèrent Jean éveillé, avec une lucidité qu'il n'avait pas montrée depuis des semaines. Quand ils lui expliquèrent ce qui s'était passé, il écouta en silence, son visage ridé et impassible. Ce n'est que lorsqu'ils mentionnèrent le rôle crucial de Rex dans tout le processus qu'une larme coula du coin de son œil. « J'ai toujours su qu'il était spécial, » murmura-t-il, regardant par la fenêtre où le soleil du matin brillait. Maintenant, pleinement. Hélène disait qu'il avait un don. Dans les semaines suivantes, un nouveau plan de traitement fut mis en place. À chaque petit progrès, la famille célébrait silencieusement, craignant de nourrir des espoirs excessifs. Jean, à son tour, montrait une détermination surprenante pour quelqu'un qui se préparait peu avant à mourir. Il suivait rigoureusement toutes les directives médicales, lui qui avait toujours été l'incarnation du patient difficile. « Chaque comprimé me rapproche de la maison. » John expliquait-il lorsqu'on l'interrogeait sur sa soudaine obéissance. De Rex. Profitant du succès inexplicable de cette première visite, le docteur Patricia obtint une autorisation spéciale de la direction de l'hôpital pour que Rex puisse visiter régulièrement, dans le cadre d'un programme expérimental de thérapie assistée. Ces visites devinrent rapidement le point culminant des semaines de Jean, des moments où les infirmiers remarquaient des améliorations visibles dans ses signes vitaux et son état d'esprit. Ce fut lors d'une de ces visites, à la fin du premier mois de traitement, qu'un nouveau personnage entra dans cette histoire déjà extraordinaire. David Lefebvre, un jeune vétérinaire nouvellement installé dans la région,
entendit parler du cas par le réseau croissant de rumeurs de la petite Willy. Intrigué par les récits sur le comportement diagnostique de Rex, il décida de visiter l'hôpital. Se présentant à la famille, il expliqua son intérêt professionnel pour le cas, demandant la permission d'observer Rex pendant l'une des visites. Ce qu'il remarqua, cependant, fut quelque chose de complètement inattendu. « Vous avez remarqué que Rex semble présenter un certain inconfort ?» demanda-t-il après avoir observé le labrador pendant quelques minutes. La famille, tellement concentrée sur la récupération surprenante de Jean, admit n'avoir rien remarqué de différent dans le comportement du chien. David signala alors de subtils signes. La respiration légèrement plus laborieuse, la façon dont l'animal s'allongeait occasionnellement en favorisant un côté spécifique, la diminution de l'enthousiasme qu'il montrait normalement. Avec la permission de la famille, le vétérinaire réalisa sur place un examen préliminaire sur le labrador. Son expression devint progressivement plus sérieuse, à mesure qu'il palpait différentes parties du corps de l'animal, portant une attention particulière au thorax. « Je crois que Rex pourrait avoir un problème cardiaque non diagnostiqué », informa-t-il, la préoccupation évidente dans sa voix. Il serait important de réaliser des examens plus détaillés pour confirmer, mais je détecte une arythmie et possiblement un souffle. L'ironie de la situation ne passa inaperçue. Par personne. Le chien qui avait aidé à sauver son maître avait aussi besoin d'être sauvé. La nouvelle tomba comme un poids sur la famille, surtout sur Jean, qui absorba l'information avec une expression de profonde tristesse. « Combien coûtera le traitement ?» demanda Michel, calculant mentalement les ressources familiales, déjà engagées dans les frais d'hospitalisation. David fut honnête. Le traitement des affections cardiaques chez les animaux âgés n'était ni simple ni bon marché. Il impliquerait une médication continue, possiblement des procédures spécialisées et une surveillance constante. Ce fut à ce moment que Sophie, toujours la plus connectée avec la communauté locale grâce à son travail d'enseignante, eut une inspiration. « Notre ville a toujours été fière de la façon dont nous prenons soin les uns des autres, » dit-elle, ses yeux brillants de détermination. « Nous allons organiser une collecte de fonds en ligne pour aider Rex. Je suis sûr que beaucoup de gens aimeraient lui rendre ce qu'il a fait pour Papy. » L'idée, d'abord accueillie avec un scepticisme modéré par Michel et Anne, prit rapidement vie quand Sophie commença à partager l'histoire sur les réseaux sociaux. Et avec ses élèves, la narration du chien qui avait diagnostiqué une condition que les médecins avaient manquée, sauvant potentiellement son maître âgé, captura l'imagination collective de la petite communauté. En moins d'une semaine, ce qui commença comme une simple collecte de fonds en ligne se transforma en un mouvement communautaire. La campagne « Sauver Rex » se répandit dans la ville comme un incendie bienveillant. Les magasins locaux installèrent des boîtes de donations près des caisses. La boulangerie du coin créa des biscuits en forme d'os, dont une partie des bénéfices était destinée au traitement. Et l'école où enseignait Sophie organisa une foire de bienfaisance thématique sur la relation entre les humains et les animaux. Le phénomène ne passa pas inaperçu par les médias régionaux. Une journaliste du journal de la capitale voisine, enchantée par l'histoire, produisit un article d'une page entière intitulé « Le Labrador qui a diagnostiqué l'impensable ». L'article ne relatait pas seulement les faits extraordinaires du cas, mais incluait aussi des interviews d'experts discutant du domaine d'études croissant sur la capacité des chiens à détecter des maladies chez les humains. Pendant que la communauté se mobilisait autour de Rex, Jean continuait sa lente mais constante récupération. Le traitement pour son affection auto-immune était exhaustif. Séances de plasmaphérèse, médication immunosuppresseuse, surveillance constante de sa fonction hépatique. Mais pour la première fois depuis le début de sa maladie, il y avait des couleurs qui revenaient sur son visage, de la force dans sa voix, et le plus important, la volonté de vivre qui semblait avoir abandonné le vieux menuisier. Au 3e mois de traitement, coïncidant avec le festival traditionnel de la ville, dédié aux animaux et à leur connexion spirituelle avec les humains, une tradition locale qui remontait aux origines rurales de la communauté, la famille fut surprise par une invitation spéciale. Le père Jacques, figure respectée dans la communauté non seulement pour son rôle religieux, mais pour son historique de travail social,
demanda que Jean et Rex soient les invités d'honneur de la cérémonie centrale du festival, la bénédiction annuelle des animaux sur le parvis de l'église principale. Ce serait important pour notre communauté, expliqua le religieux lors de sa visite à l'hôpital. Votre histoire nous rappelle la profonde connexion qui peut exister entre les humains et les animaux, quelque chose que nos ancêtres ont toujours su et que la science moderne commence à peine à redécouvrir. Bien qu'encore hospitalisé, Jean reçut une permission médicale pour une brève sortie à Pissetam, condition d'être accompagné par un professionnel de santé. Le jour du festival, appuyé sur une canne et sur le bras ferme de Michel, il fut transporté jusqu'à l'église en fauteuil roulant. Rex, maintenant aussi traité pour sa condition cardiaque, marchait sereinement à ses côtés, comme s'il comprenait la solennité de l'occasion. La place centrale était décorée de rubans colorés et de fleurs sauvages. Des enfants couraient avec leurs animaux de compagnie, des chiens de toute race et taille, des chats réticents en laisse décorative, même une chèvre naine qui appartenait à la famille du boulanger. Des personnes âgées assises sur des bancs en bois partageaient des histoires sur les animaux qui avaient marqué leur longue vie. Quand Jean et Rex arrivèrent, un silence respectueux s'installa momentanément, suivi par des applaudissements spontanés. Le vieux menuisier, visiblement ému, salua timidement les gens qui s'approchaient pour le féliciter, beaucoup apportant de petits souvenirs. Un biscuit fait maison pour Rex, une carte faite à la main par des enfants de l'école, un bouquet de fleurs sauvages cueillies ce matin-là. Pendant la cérémonie, le père Jacques remit à Jean une médaille de Saint François d'Assise, saint patron des animaux, pour rappeler que parfois les anges viennent avec 4 pattes, expliqua-t-il en plaçant la médaille argentée dans les mains tremblantes du vieil homme. Rex reçut une bénédiction spéciale, suivant une tradition centenaire de la région, où l'on croyait que les animaux bénis lors de ce festival spécifique recevaient une protection supplémentaire contre les maladies et les dangers. Le labrador, comme s'il comprenait le rituel, resta exceptionnellement tranquille, pendant que le prêtre aspergeait quelques gouttes d'eau bénite sur sa tête dorée. En retournant à l'hôpital cette nuit-là, Jean semblait transfiguré par l'expérience. Pour la première fois depuis le début de sa maladie, il parla ouvertement de l'avenir, des plans pour rénover le petit hangar au fond de sa maison, le transformant en un atelier plus petit, où il pourrait reprendre la menuiserie comme hobby, des adaptations qu'il aimerait faire dans sa maison pour faciliter sa mobilité réduite, même un voyage qu'il avait toujours rêvé de faire avec Hélène sur la Côte d'Azur, qu'il pensait maintenant réaliser avec la famille. Le 5e mois apporta la nouvelle que tous attendaient avec impatience. Jean allait sortir de l'hôpital. Sa condition, bien que nécessitant encore des soins continus et une surveillance régulière, était suffisamment stabilisée pour qu'il puisse poursuivre le traitement à la maison. Le docteur Patricia, en remettant les documents de sortie et la longue liste de recommandations et de médicaments, tint à partager quelque chose qu'elle gardait. « J'ai étudié votre cas avec des collègues de tout le pays, Monsieur Dubois, » expliqua-t-elle, assise sur le bord du lit, qui serait bientôt inoccupé. Le comportement de Rex n'était pas une coïncidence. Il existe des études préliminaires sur les chiens capables de détecter des altérations chimiques dans le corps humain, indiquant des maladies avant même qu'elles ne manifestent des symptômes cliniquement détectables. Votre cas sera inclus dans une recherche que nous commençons sur ce phénomène. Le retour à la maison fut marqué par une réception chaleureuse organisée par les voisins. Le portail décoré de ballons, une banderole de bienvenue tendue, devant la maison, une table avec des petits plats simples mais préparés avec une affection évidente. Rex, qui attendait anxieusement dans le jardin, fut le premier à accueillir Jean, sautant joyeusement malgré sa propre condition cardiaque, aboyant avec un enthousiasme renouvelé en voyant son humain enfin rentrer chez lui. Mais l'euphorie initiale fit rapidement place à de nouveaux défis. Jean, habitué à une vie d'indépendance absolue, se retrouvait maintenant limité par sa mobilité réduite, par la fatigue constante qui accompagnait sa condition, et par la nécessité d'aide pour des tâches qu'il effectuait auparavant, sans y penser. Se laver, s'habiller, préparer ses propres repas. Pour un homme qui avait bâti toute son identité autour de l'autosuffisance, cette nouvelle réalité était souvent plus difficile à accepter que l'idée de la mort qu'il avait frôlée des mois auparavant. « Je préfère mourir que d'être un fardeau », grommelait-il les nuits où la frustration devenait insupportable.
Tout aussi difficile était la nouvelle routine de soins pour Rex. Le labrador, maintenant aussi traité, avait besoin d'une attention spéciale. Un régime contrôlé, des exercices limités, une médication à heure précise. Jean, qui avait toujours été le principal soigneur du chien, parvenait maintenant à peine à ouvrir les flacons de médicaments avec ses doigts raidis par l'arthrite et affaiblis par la longue hospitalisation. Ce fut dans ce scénario d'ajustement difficile que le plus improbable des renforts arriva. Hélène, la fille aînée de Jean, qui vivait dans un autre département et maintenait un contact minimal avec la famille depuis des années en raison de désaccords anciens liés à l'héritage laissé par Hélène, surprit tout le monde en apparaissant sans préavis un matin pluvieux de dimanche. « Je suis venue aider », m'annonça-t-elle simplement, déposant ses valises dans le couloir comme si elle n'était jamais partie. Son regard évitait celui de son père, se concentrant plutôt sur le labrador qui la reniflait curieusement, sans la reconnaître pleinement. Après tant d'années, ce n'est que plus tard, lors d'une conversation privée avec Sophie, que Hélène révélerait sa véritable motivation. Ce ne furent pas seulement les nouvelles sur la santé de son père qui l'avaient ramenée, mais spécifiquement les mentions de Rex lors des appels occasionnels avec son frère. Le labrador avait été choisi par elle comme un cadeau pour les parents après la retraite de Jean, une tentative de combler le vide que sa propre absence avait laissé. Quand elle apprit le rôle crucial que l'animal avait joué dans le revirement médical de son père, elle sentit que c'était un signe, une seconde chance pour des réconciliations longtemps reportées. La cohabitation forcée raviva d'anciens conflits. Jean, avec son entêtement caractéristique, résistait aux tentatives d'Hélène d'organiser la maison et sa routine médicale. Hélène, à son tour, apportait avec elle des années de rancœur non résolues, qui émergeaient aux moments les plus inattendus, en trouvant une vieille photographie de famille dont elle avait été découpée, en réalisant que sa chambre d'enfance avait été transformée en débarras, en notant que son nom était rarement mentionné dans les conversations familiales. Pendant un après-midi particulièrement tendu, quand père et fille discutaient vivement de décisions du passé, Jean accusant Hélène d'abandon, elle rétorquant sur des années de favoritisme dirigées vers Michel, quelque chose d'extraordinaire arriva. Rex, normalement calme pendant les disputes familiales, se positionna soudainement entre les deux, aboyant avec insistance, alternant les regards entre eux comme s'il les grondait. Le comportement était si inhabituel, si délibéré dans son intention, que père et fille interrompirent la discussion. Surpris. Pendant un instant, ils regardèrent simplement le labrador, qui continuait dans sa position de médiateur, respirant lourdement à cause de l'effort inhabituel pour son cœur, affaibli. « Je crois qu'il nous dit d'arrêter de nous comporter comme des enfants », le commenta Hélène finalement, un sourire réticent apparaissant au coin de ses lèvres. Jean ne répondit pas immédiatement. Il observait le chien avec une expression complexe, partie admiration, partie honte. « Il a toujours été plus sage que nous », murmura-t-il enfin. Ce comportement de médiateur de Rex devint fréquent dans les semaines suivantes, comme si l'animal comprenait l'importance de la réconciliation familiale pour le bien-être complet de son maître. Chaque fois que les voix s'élevaient, il était là, s'interposant physiquement ou attirant l'attention, avec des aboiements courts et déterminés. Graduellement, presque imperceptiblement, la dynamique entre père et fille commença à changer. Les conversations, auparavant limitées aux aspects pratiques des soins quotidiens, s'élargirent lentement pour inclure des souvenirs partagés, des nouvelles sur la vie d'Hélène dans une autre ville et éventuellement les questions plus profondes qui avaient causé l'éloignement initial. Au 8e mois après ce jour fatidique à l'hôpital, quand Jean avait demandé à voir Rex une dernière fois, un contretemps effraya la famille nouvellement réconciliée. Lors d'une promenade dans le jardin, plus longue que celle recommandée par les médecins, le vieil homme fit une chute. Ne fut pas grave. Aucun os cassé, seulement quelques hématomes et une peur considérable, mais suffisante pour provoquer une rechute temporaire de sa condition. Confiné à nouveau au lit pendant quelques jours, Jean traversa une période d'introspection sombre. La chute, conséquence directe de son insistance à faire plus que ce que son corps lui permettait, servit de dur rappel des limitations imposées par l'âge et la maladie.
Ce fut pendant cette période qu'il verbalisa finalement ce qui était peut-être le cœur de ses luttes internes tout au long de sa vie. Je dois accepter que avoir besoin d'aide ne me rend pas moins homme, et confessa une nuit à Hélène, qui lui tenait compagnie dans sa chambre pendant qu'elle rangeait les nombreux médicaments. J'ai passé toute ma vie à penser que dépendre des autres était une faiblesse. Peut-être que la véritable erreur fut de ne pas réaliser que nous sommes tous interdépendants. C'était une admission simple, mais profondément significative pour un homme qui avait bâti toute son identité autour de l'autosuffisance. Hélène, reconnaissant, le poids de ces mots, tint simplement la main de son père, un geste de connexion qui valait plus que toute réponse verbale. Au 8e mois après le diagnostic initial, une nouvelle inattendue arriva par l'intermédiaire de Madame Carmen, qui avait maintenu le contact avec la famille. L'hôpital provincial, directement inspiré par l'histoire extraordinaire de Jean et Rex, inaugurerait officiellement un programme permanent de thérapie assisté par les animaux. L'infirmière en chef, maintenant élevée au poste de coordinatrice, du nouveau département tenait à ce qu'ils soient tous deux, hommes et chiens, les invités spéciaux de la cérémonie d'inauguration. L'occasion, organisée avec la simplicité caractéristique des événements communautaires de cette région, réunit des professionnels de santé, des patients ayant bénéficié des projets pilotes déjà initiés et des représentants de la communauté locale. Jean, utilisant encore une canne mais visiblement plus fort que les mois précédents, assista accompagné de toute la famille, incluant Hélène, qui avait décidé de prolonger son séjour initialement temporaire. Rex, arborant un bandana, bleu spécialement confectionné pour l'occasion, marchait fièrement aux côtés de son humain, sa condition cardiaque stabilisée grâce au traitement financé par la générosité communautaire. Occasionnellement, il s'arrêtait pour recevoir une caresse ou accepter une friandise offerte par quelque admirateur, sa renommée locale maintenant solidement établie comme le chien qui a diagnostiqué l'impensable. Pendant la petite cérémonie, après les discours officiels et le traditionnel coupé de ruban, Pierre, le petit-fils qui avait toujours montré un intérêt particulier pour Rex, demanda à faire une annonce personnelle. Avec la permission des organisateurs, le jeune homme de 19 ans se positionna devant les présents, visiblement nerveux, mais déterminé. Beaucoup d'entre vous savent que j'étais sur le point de commencer la faculté de droit au prochain semestre, commença-t-il, sa voix gagnant en fermeté à mesure qu'il parlait. C'était le plan depuis toujours, suivre les traces de mon père, rejoindre le cabinet familial éventuellement. Mais ces derniers mois, j'ai été témoin de quelque chose qui a profondément changé ma perspective sur ce que je veux faire de ma vie. Regardant directement son grand-père et Rex assis au premier rang, Pierre annonça sa décision. Il avait décidé de changer sa trajectoire académique, abandonnant le droit des affaires pour étudier la médecine vétérinaire. Mon grand-père et Rex m'ont appris que les connexions les plus profondes transcendent les mots, expliqua-t-il, l'émotion évidente dans sa voix juvénile. Je veux dédier ma vie à comprendre et renforcer ces liens entre humains et animaux, surtout quand ils peuvent sauver des vies. Michel, initialement silencieux face à l'annonce inattendue, fut le premier à se lever et à embrasser son fils, un geste qui surprit autant Pierre que les membres de la famille qui connaissaient la rigidité avec laquelle l'avocat traitait traditionnellement les questions de carrière. L'histoire qui commença par une dernière demande, voir Rex une dernière fois avant de partir, s'était transformée en un nouveau départ multifacette. Pour Jean, qui profitait maintenant de chaque jour avec son fidèle compagnon, conscient qu'ils vivaient tous deux un temps supplémentaire, accordé par des circonstances extraordinaires. Pour Hélène, qui avait retrouvé un chemin vers ses racines familiales. Pour Pierre, qui avait découvert sa véritable vocation. Pour la communauté locale, qui avait été témoin du pouvoir transformateur de la connexion entre un homme et son chien. En observant son petit-fils être félicité par les présents, Jean se pencha pour caresser la tête de Rex, qui se reposait tranquillement à côté de sa chaise. « Tu as toujours su, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à l'oreille attentive du labrador, « que nous avions encore des histoires à vivre ensemble. » Rex, comme s'il comprenait parfaitement les mots, leva les yeux vers son humain, ses yeux marrons remplis de cette sagesse ancestrale que seuls les meilleurs amis de l'homme semblent posséder.
Dans ce regard silencieux résidait une vérité que tous ici avaient appris de la manière la plus extraordinaire, que parfois, le remède le plus puissant ne vient pas en flacon, mais en 4 pattes et un cœur loyal.